Bonjour à tous, merci de prendre quelques heures, quelques minutes en l'occurrence pour nous écouter. On va vous faire une petite présentation à deux avec Sébastien. Dans un premier temps, sur une première partie un peu sur les fondamentaux, les concepts associés à la threat intel. Et dans un deuxième temps, on a voulu vous faire un petit rétexte sur une plateforme de threat intel qui est la plus commune aujourd'hui, qui s'appelle MISP. Et donc du coup, vous parler de quelques cas d'usage sur cette plateforme-là. Donc pour ma part, j'ai eu la chance de monter deux structures certes en France dans des grands groupes. Et c'est en fait ce retour d'expérience-là associé à la vie de grand groupe qui m'a fait amener à l'idée de me dire que ce serait sympa de monter une start-up justement sur les enjeux de la threat intel. Parce que le fait de faire ça dans des grands groupes, ça a certains avantages et ça a certains inconvénients. Et donc du coup, ça c'était le point de départ. Et aujourd'hui, on travaille pas mal ensemble avec Sequoia sur ces activités. Alors tout d'abord, le titre de la question, c'était la threat intel, ça sert à quoi? Et moi, j'avoue que j'aime bien aller directement à l'essentiel, aux réponses. Et donc du coup, dès le premier slide, on va donner la réponse. Non, on triche pas. Ça sert essentiellement, on va dire, pour faire simple, à cartographier données du relief. Et cette image-là est pas mal en ce sens-là pour le décrire. On voit une map monde qui est un peu en 3D avec des reliefs. Et si on veut faire assez simple, la threat intel, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'avoir une meilleure visibilité finalement sur ce qui nous entoure, sur le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Donc là, du coup, traduit dans le monde numérique. Mais c'est exactement ça. Le but, c'est de bien percevoir la limitation des continents, la profondeur des océans, bref, tout l'aspect identification des périmètres, des cartographies et du relief qui va être associé. Et donc, du coup, on a dit qu'on allait commencer par quelques précisions techniques, parce qu'en fait, derrière aujourd'hui, le terme threat intel, c'est un mot-clé qui est pas mal utilisé en marketing. C'est un gros buzzword, effectivement, qu'on va trouver à la déclinaison de toutes les sauces, je dirais, de brochures commerciales de tous les groupes qui font de la cybersécurité. Et pour autant, il y a quand même des réalités, il y a quand même des concepts, il y a quand même des fondamentaux qui sont associés à ça. Déjà dans la salle, qui, on va dire aujourd'hui, est extrêmement familier sur ce sujet? Histoire de... Bien. D'accord. Bon, il y en a qui trichent, parce qu'il y en a, je pense, qui connaissent encore plus que ça. Enfin, qui connaissent aussi et qui ne l'ont pas dit, qui n'ont pas levé la main. Donc 2, on va dire, 2 en officieux, et 5-6, enfin 2 officiellement et 5-6 officieux. Donc il y a quand même certains sujets qui sont... certaines réalités qui existent. Et en fait, ce n'est pas un concept fondamentalement trop neuf. C'est un mot-clé qu'on entend depuis 2 ans, donc un peu partout. Mais historiquement, ce sujet-là, c'est un sujet qui est utilisé par les militaires depuis bien longtemps, qui est associé au cycle du renseignement. Et finalement, la threat intelligence, c'est essentiellement le fait de décliner ce cycle du renseignement par rapport à des thématiques informatiques, des thématiques Internet, et de reprendre cette même stratégie-là. Dans un cycle de renseignement, c'est une démarche qui est en 5 étapes, qui va partir d'une planification. Finalement, au départ, on travaille quand même avec des objectifs. Il faut bien faire quelque chose dans un certain objectif. Il y aura un enjeu de collecter de l'information, donc associé à ces objectifs-là, qui vont être du coup orientés ou pas. Un enjeu de traiter à grande échelle ces informations, donc le filtre, la classification. Un enjeu d'analyse, où là, on va rentrer un peu plus en détail. On va essayer d'apporter vraiment... je dirais de la pertinence à travers de l'expérience humaine, et un enjeu de dissémination où là l'objectif ça va être de finalement ce travail-là qu'il serve à une redistribution pour, si on prend pour des militaires, pour des gradés, pour des hiérarchiques, pour d'autres agences. Et finalement la threat intel, traduit en monde informatique, c'est à peu près la même chose, c'est qu'il y a un enjeu assez massif, je dirais de collecte d'informations par rapport à ce qui nous intéresse, de structuration de cette information-là, de traitement automatique, de traitement humain, pour finalement pouvoir la redistribuer à différents acteurs qui peuvent être des clients, des collègues, des managers. Ça dépend finalement de ce qu'on veut vouloir réaliser comme résultat. Il y a un concept qui revient tout le temps, c'est la notion de TLP. TLP, je ne sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler. Au départ, c'est un terme qui naît, si je ne dis pas de bêtises, de l'US-CERT dans les années 80. Encore une fois, une déclinaison militaire, et qui est très pratique finalement pour maîtriser nos sujets. Globalement, c'est la notion de quel est le potentiel degré de redistribution de l'information. Et globalement, on va aller d'un TLP qui va être un TLP blanc, vert, orange, en l'occurrence on dit ambré, à rouge.
Et finalement, plus on monte, plus assez souvent il y a une sensibilité forte associée à l'information, et moins on a capacité à redistribuer cette information. Donc au départ, on est sur une information complètement publique, on ne voit pas white d'ailleurs, on est sur une information publique, communauté TLP vert, on est vraiment sur un enjeu de communauté complètement ouvert, où là, dès lors qu'il y a un intérêt par rapport à un réseau de pairs, on peut redistribuer ça. Communauté amber, on est sur une redistribution possible au sein d'une communauté maîtrisée et une communauté et un TLP rouge. À l'inverse, on est vraiment sur une communication qui est souvent de pair à pair, de point à point, vraiment une communication directe sur laquelle la personne n'a pas lieu de redistribuer normalement cette information. Donc voilà un beau cas d'usage. Je trouvais cette image-là, je la trouvais assez sympa pour décrire un peu la problématique du TLP, parce qu'assez souvent, on va dire une information, et il n'y a pas que dans les démarches Threat Intel, hein, c'est valable, je dirais, pour tout un chacun dans sa vie au quotidien. On reçoit une information, en général, il y a une source, il y a une provenance, il y a un contexte, et il y a potentiellement la nécessité de maîtriser la redistribution de cette information. Donc, le TLP, c'est ça. Et lorsqu'on va rentrer sur des terrains comme le TLP Amber, on a expliqué qu'il y avait un certain degré de sensibilité, potentiellement, il faut ou pas, mais souvent pas, redistribuer cette information ou la faire sortir du périmètre initial. Et assez souvent, ce qui va se passer, c'est qu'une information TLP Amber, on va dire, va être distribuée au sein d'une première communauté, et en toute logique, elle devrait rester dans cette zone-là. Et assez régulièrement, on va trouver des cas pour lesquels, parce qu'une personne a merdé, parce qu'un outil a merdé, parce que quelque chose n'a pas été compris, cette information va aller au-delà de ce qu'elle aurait dû franchir comme un périmètre initial, et on se retrouve avec, je dirais, un échec en termes de redistribution d'informations. Et ça arrive assez régulièrement. Tout le temps, non ? Ouais, tout le temps. Non, pas tout le temps. Autre concept qui a été hyper popularisé par Mandiant, c'est la notion d'IOC, donc pour Indicator of Compromise. À la base, Mandiant, l'IOC, c'était surtout un ensemble d'éléments techniques. Je crois que dans la première version, c'était aux alentours de 400 indicateurs techniques, enfin potentiels indicateurs techniques, qui avaient pour but finalement de caractériser une menace, un incident, bref, de caractériser quelque chose de nuisible, de malveillant. Et un IOC, ça peut prendre différentes formes. Donc là, j'ai expliqué 4 choses assez basiques. On va avoir une IP. Cette IP, globalement, peut être inscrite au sein d'un AS. À l'inverse, pour un binaire, on peut partir sur l'idée d'un hash. Et globalement, lorsqu'on sort un peu de ce hash-là et à l'intérieur, on va avoir une empreinte de pied qui va être caractérisée par un mutex qui constituera quelque part le fonctionnement de ce binaire-là lorsqu'il tourne sur un système. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut modéliser. Et le seul problème, c'est que tous ces indicateurs ne sont pas aussi faciles à obtenir les uns par rapport aux autres. Il y a des choses qu'on obtient assez facilement, par exemple des bases de hash, je dirais ça s'obtient très facilement en OSINT ou même par des flux commerciaux. Le fait de traduire, de récupérer des adresses IP associées à des zones de problème dans des bases réputationnelles, encore une fois dans des flux ouverts ou à travers 2-3 manipulations d'enrichissement, on les obtient facilement. Et plus on avance comme ça dans une chaîne de traitement, plus on arrive à une certaine difficulté de modéliser quelque part la menace informatique. Et quand on est tout en haut, c'est ce qu'on a, vous ne voyez peut-être pas très clair, c'est noté TTP. TTP, c'est Tactics, Techniques and Procedures. Vraiment, TTP, ce sont les modes opératoires des attaquants. Donc en bas, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la globalité de ce qu'ils utilisent, que ce soit des hashes correspondant à des outils qui font partie de la batterie de test ou de la batterie d'attaque de l'attaquant, les adresses IP qui constituent l'infrastructure, les domain names, enfin les noms de domaine, on est aussi dans l'infra, les caractéristiques réseau des outils, ça va falloir commencer à les analyser, les outils qui sont associés, là on est un cran plus loin, et lorsqu'on arrive au mode opératoire, c'est un peu la finalité, c'est que finalement on a réussi à comprendre et à modéliser exactement à qui on avait affaire. Donc c'est pas facile, c'est l'opération en bout de chaîne, et c'est pour ça qu'on appelle ça la pyramide of pain. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui a été distillé dans une présentation de Black Hat au départ, je crois, et quelque chose de très pertinent pour décrire la difficulté de modéliser certaines informations. Vraiment, le TTP, ça correspond, là on est en période d'actualité avec l'euro, mais c'est exactement ça. C'est finalement de pouvoir un peu prédire la façon dont l'attaquant joue, la façon dont l'attaquant déploie son style de jeu au sein d'un périmètre qu'il cible. Donc, en l'occurrence, le périmètre ciblé, dans nos contextes, ça va être
une entreprise, une organisation, voire un groupe d'individus ou un secteur d'activité. Mais du coup, cette image-là de style de jeu de foot est assez pertinent pour faire un parallèle avec ce que doit être le TTP. Mais du coup, être capable de modéliser ça, c'est hyper dur. Maintenant, vous demandez à tout entraîneur de foot, maintenant, s'il était capable de modéliser le style de jeu que l'autre entraîneur aura en face, il serait super content. Mais c'est pas facile à faire. Ça demande beaucoup d'analyse, de style de jeu, de connaître les joueurs individuellement. Enfin, je fais un parallèle d'actualité, mais c'est pareil quelque part. Là, on va rentrer dans des choses qui sont plus pénibles. La terminologie STIX, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers à ça. On est un cran au-dessus en termes de complexité par rapport à ce qu'on avait juste avant, où on parlait d'IOC. STIX, c'est une modélisation qui au départ est extrêmement pertinente, qui vient, Michel, tu me dis une bêtise, c'est le DHS, je crois, au départ, qui pousse STIX, donc encore une fois une structure une structure étatique américaine, et qui a pour but de décrire au mieux, on va dire, le fonctionnement des attaques informatiques. Donc on a quelque chose qui est assez bien pensé, dans lequel on va trouver un peu en point milieu le TTP dont on a parlé tout à l'heure, donc le mode opératoire de l'attaquant, et quelque part, derrière ce mode opératoire de l'attaquant, on a l'attaquant, logique. L'attaquant, lorsqu'il avance et lorsqu'il se présente face à sa cible, il le fait à travers des campagnes d'attaque qui sont finalement des implémentations, des instances de ce TTP-là, qui va du coup, pour cette instance-là, utiliser certaines exploitations qui vont se traduire également en certains indicateurs. Au sens STIX, un indicateur est un ensemble d'éléments techniques qu'on peut observer, donc on va trouver là-bas. Et vraiment tout ça, une fois que ça va être une réalité sur un périmètre d'un client, ça devient un incident de sécurité. Et cet incident de sécurité, pour pouvoir le résoudre, je vais pouvoir enclencher une course of action, globalement des procédures de rémédiation. Donc tout ça, c'est hyper logique, c'est hyper cohérent, c'est extrêmement bien pensé. Le seul problème, c'est que c'est tellement bien pensé, ils ont voulu être tellement loin, du coup qu'on a une technicité, une complexité qui est très dure à modéliser d'un point de vue des outils. Et aujourd'hui, il y a pas mal de solutions je dirais techniques, qui se sont perdues à vouloir mettre en place STIX parce que c'est une réelle difficulté que de vouloir tout implémenter dans STIX. Donc exemple, ça c'est la façon dont ça a évolué. Donc au départ on avait STIX, on a dit plutôt bien ficelé, assez logique, mais qui commençait déjà à présenter une certaine complexité. Et derrière, ça s'est enrichi. Ça s'est enrichi pour rajouter encore plus d'informations. Donc STIX, la partie qui intéressait plus les acteurs de détection, c'était la caractéristique d'éléments techniques. Donc vraiment, vous voyez les observables, donc les caractéristiques techniques d'attaque. Donc tout ça, ça a été traduit dans un bloc qui s'appelle SciBox et qui est là pour décrire en détail toutes les caractéristiques techniques que peut prendre une attaque sur un système d'information. Taxi, c'est une solution qui va permettre, à travers un protocole d'échange, de faire en sorte de partager des informations STIX. Et après, on a eu également la même capacité à décrire ce qui est un malware à travers MAEC, donc la modélisation en détail de ce que peut être un code malveillant. Là, on parle d'éléments statiques, d'éléments dynamiques. Et CAPEC, c'est la même chose, la sous-implémentation de STIX pour la caractérisation de campagnes d'attaque. Bref, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu costaud, trapu, et plus forcément très lisible à la fin. Alors qu'au départ, l'intention était très bonne. C'est pas du tout agile. Ouais. Autre élément, par contre, qui marche bien, je dirais, qui est très efficace sur une approche threat intel, c'est la notion de pivot. Et le pivot, en fait, c'est assez basique, mais c'est finalement en partant d'une information initiale, comment je réussis, je dirais, à aller un cran plus loin, et à avoir plus d'informations qui vont permettre de mieux modéliser l'attaquant. Donc quand je vous rappelais tout à l'heure la pyramide of pain, c'est exactement ça, c'est qu'on peut partir d'un élément à la base, et globalement à travers, je dirais, du pivot, de l'enrichissement, on va être capable de monter un cran plus haut dans l'étage de la pyramide, à travers 2-3 consolidations, encore un cran plus haut, etc. etc. Le but, c'est d'arriver assez haut. Là, exemple tout bête, je suis parti d'un cas tout simple. Imaginons une adresse IP qui soit identifié comme étant, je dirais, un problème, une adresse IP qui scanne un périmètre particulier, on va pouvoir avoir le netblock qui va être associé. Derrière ce netblock, éventuellement identifier quel est l'upstream, savoir quels sont tous les domaines qui sont associés à cette adresse IP,
Derrière ces domaines, s'ils ont un caractère un peu bizarroïde, peut-être qu'on cherchera à savoir qui a enregistré ces domaines-là. Avec d'autres systèmes d'information, enfin d'autres composants de recherche, on va pouvoir avoir la capacité, avec cette adresse email-là, de savoir s'il en a enregistré d'autres. Et ces autres domaines-là, à quoi est-ce qu'ils sont associés comme adresse IP? Donc finalement, là, on est en train de remonter la chaîne. Et de la même façon, savoir si ces mêmes adresses-là sont elles-mêmes malveillantes. Donc on vient de remonter, on est parti de haut, on est descendu un peu plus bas sur un point de consolidation et on remonte la chaîne pour étendre le périmètre. Avec cette simple chaîne de pivot-là, on peut se dire que d'une adresse initiale d'un attaquant, on essaye de modéliser un ensemble d'actifs qui le concernent et qui peuvent être intéressants à cartographier, on reprend ce terme-là encore une fois, pour mieux protéger le système d'information. Ça, par contre, c'est une réalité et ça arrive très souvent. C'est la notion de pivot raté ou vraiment de chaîne d'enrichissement raté, qui va consister à partir d'un premier indicateur qui est une empreinte de doigt. Finalement, l'objectif, ça va être de vouloir modéliser la main. C'est bien. Si j'arrive à modéliser la main, je protège mieux mon système d'information, j'ai mieux compris à quoi j'avais affaire. Et le seul problème, c'est qu'assez souvent, parce qu'un élément, à un moment d'une chaîne de pivot aura raté, on va se retrouver à non pas modéliser une main, mais à retrouver quelque chose qui n'a rien à voir avec une main. Ça, pour vous donner, je dirais un exemple, peut-être deux même, qui me viennent en tête. Un truc tout bête, un groupe d'attaquants qui fonctionne avec des points de présence pour ces cibles, et lorsque ces points de présence pour ces cibles ne sont pas utilisés, l'attaquant les redirige d'un point de vue nom de domaine sur 127.0.0.1. Donc, du coup, le name server indique à tout le monde que si le domaine n'est pas utilisé, ça pointe vers 127.0.0.1. Une structure qui modélise des attaquants, on va dire, va décrire le mode opératoire de l'attaquant, donc définir les adresses IP, les noms de domaine qui sont utilisés, les adresses IP pouvant être la vraie adresse IP utilisée en contexte d'attaque, et 127.0.1 lorsque le domaine n'est pas utilisé. Toutes ces informations sont digérées de façon plate et non intelligente, on va dire, par une structure finale, qui met tout ça en place dans son proxy. Je vous laisse imaginer ce qui se passe. Communication de loopback en interne par le proxy bloqué, du coup, et besoin de faire appel au constructeur du proxy pour réinstaller toute la chaîne de browsing de l'entreprise. Premier raté. Et le deuxième, c'est la même chose avec un même mode qu'on va avoir assez souvent et qui est un point de danger quand je parlais des pivots ratés tout à l'heure, avec des adresses IP fortement mutualisées. Assez souvent, on va dire certains attaquants ne vont pas utiliser des infrastructures en propre, mais vont utiliser des infrastructures dans le cloud avec des points mutualisés ou empruntés à d'autres, exactement, piratés. Et dans ce cas-là, le fait de mettre ces informations-là comme étant une caractéristique d'attaquant, on va se retrouver à bloquer quelque part des points de non-danger sur Internet ou des points de victimes qui n'ont elles-mêmes rien demandé. Et du coup, 3 ans plus tard, on se retrouve avec des points complètement sains ou même des blocs d'IP complètement sains qui sont bloqués auprès de telle et telle structure alors que ça n'a plus du tout aucune raison d'être. Et pourtant, c'est une réalité. Donc sur la notion de pivot, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Ça, c'est une petite batterie de choses assez intéressantes. Il y en a plein qui sont extrêmement basiques, hein, du WIS, du network WIS, des lookups, des requêtes DNS inversées. Tout ça, c'est des choses accessibles au commun des mortels, qui peut soit se faire à la main, soit s'automatiser pour aller chercher des premiers points pivots. Et après, on peut aller avec certains crans plus loin sur à travers des solutions souvent commerciales, mais également des systèmes qui vont permettre de faire des recherches WIS inversées, qui vont permettre de faire appel à des bases spécialisées de géolocalisation, voire des systèmes de sondes de monitoring qui vont permettre d'avoir observé la vie passée d'enregistrement DNS et donc du coup de savoir ce qui s'est passé dans les mois ou les années précédentes. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour modéliser l'historique de ce qu'aura été un attaquant dans les années passées. Justement, sur les histoires de passif DNS, c'est là où on va voir le nom de domaine qui d'un côté va être en 127.0.0.1 et pendant le temps de l'attaque, on aura la vraie adresse IP. Et notamment en réponse sur incident et en forensique, c'est super utile parce que si l'attaque si on est en train de regarder les journaux pendant que le serveur était bien disponible, il y a de grandes chances, et qu'on a des marqueurs vers ces noms de domaine-là et donc cette IP-là, on a de grandes chances que le canal de contrôle ait été up à ce moment-là pour l'exfiltration de données.
Il y en a d'autres, hein, des solutions commerciales qui permettent justement de faire des enrichissements. Mais là, on a vraiment une bonne base. Et avec ces informations-là, on va dire on a de quoi constituer une solution opérationnelle de Threat Intel. La notion de partage d'informations, un concept très intéressant en Threat Intel. Et, là, ce slide-là, j'aurais dû le mettre en TLP RAID, parce que c'est presque un peu tabou. Sur ces sujets-là, c'est un peu touchy. Enfin, touchy. Disons que certains y voient une sorte un peu je dirais de sensibilité très forte. En pratique, c'est juste beaucoup d'humains, enfin beaucoup de fonctionnements assez logiques qu'on va trouver dans les communautés humaines. On a pas mal de communautés qui existent et qui vont permettre d'accéder à certaines typologies d'informations. En général, lorsqu'on est sur ce périmètre Threat Intel, Threat Intel dit cybersécurité, modélisation des attaques, on a les choses qui existent en interne des organisations, des entreprises, où il y a un minimum de structuration, souvent de cette activité. Et finalement, pour être capable d'accéder à cette zone-là, il faut être labellé, tagué de cette entreprise-là, globalement avoir le niveau d'expertise qui va bien, ou le droit d'en connaître si on a un domaine plus militaire. Et finalement, ça correspond à une étiquette de la personne ou de l'équipe. GlowSint, donc là c'est simple, c'est pas mal de choses qui sont disponibles sur Internet. Degré d'officialité très fort. Ah, on ne voit pas en bas, il y a le degré de pertinence de l'information. Tant pis, je vous le dis, en fait, en bas, il y a une flèche pertinence. GlowSint, c'est intéressant. Le seul problème, c'est qu'il faut s'en méfier aussi, parce que assez souvent, sur ces environnements-là, c'est là où on risque de... C'est pas dans le bon sens, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, tu es en train de tout... Non, tu descends, là. Hop. Sur la partie OSINT, c'est vraiment de la modélisation d'informations accessibles et ouvertes sur Internet. On y rentre facilement, je dirais, il suffit juste de s'outiller et on peut faire des choses. La notion de sharing group, de groupe de partage, vraiment de communautés qui se connaissent, il y en a pas mal qui existent, il y en a plein en France. Là, encore une fois, ça dépend de l'étiquette. Il faut vraiment soit faire partie d'une organisation, soit avoir atteint un certain niveau de maturité, et on y rentre assez facilement. La notion de solution commerciale, c'est assez efficace, c'est assez pertinent, sauf que pour y rentrer, va falloir mettre au pot, va falloir payer. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est hyper intéressant sur l'aspect Threat Intel, c'est la notion vraiment de communauté fermée, de communauté d'échange qui sont vraiment, je dirais, entre personnes qui se connaissent, où là on est proche d'une thématique Mint. Et pareil, on ne voit pas, mais pour y rentrer, là par contre, c'est vraiment un mécanisme c'est plus l'étiquette qui marche, c'est vraiment la connaissance, le fait de un tel connaît un tel, il pense qu'il peut apporter à la communauté, donc du coup, le reste de la communauté valide que cette personne a du sens à rentrer dans cette communauté. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et il y en a un certain nombre, la majorité étant opérée dans des pays étrangers. Là, on a un slide de Gartner qui présente un petit peu ce que devrait être une solution, une plateforme de Threat Intel. On est sur début 2015, je crois. Et du coup, on va retrouver les éléments dont on a parlé. Une plateforme de Threat Intel, donc techniquement, on va dire ça va permettre de faire de la visualisation, d'investiguer un petit peu, de fournir des flux d'informations, mais ça va surtout servir à quelque chose. Si ça ne sert à rien, autant dire que ce n'est pas la peine de le faire. Ça va servir à des hommes qui vont investiguer, qui vont surtout chercher à recouper l'information. Ça va servir à nourrir des process d'un point de vue détection de fraude, d'un point de vue prévention du système d'information, et ça va alimenter des technologies au niveau des points d'infrastructure pour mieux les faire réagir ou leur donner plus de réactivité. Et vraiment, pour que ça fonctionne, du coup, on a tous les mécanismes de collecte qu'on va trouver à ce niveau-là et tous les mécanismes d'enrichissement à travers les pivots qu'on a évoqués juste avant. Donc, vous voyez, tous les éléments qu'on vient de voir, finalement, Gartner les met en bout à bout pour modéliser quelque chose de ce type-là. Alors du coup, par contre, sur les plateformes, on a un vrai marché qui s'est créé depuis maintenant 5 ans. C'est un vrai supermarché dans lequel les vendeurs vont essayer de vendre, je dirais, au plus cher des solutions qui des fois ne valent pas grand-chose. Exemple tout bête, je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond, mais on a là-dedans des choses qui sont d'extrêmement bonne facture, d'extrêmement bonne qualité, et des solutions qui se sont complètement effondrées. L'actualité nous l'a montré. Donc encore une fois, ce slide-là, je crois que c'est un slide de Forrester de fin 2014. Voilà, on a North qui est là. North, c'est complètement mort aujourd'hui. C'était surtout, je dirais, une solution qui poussait beaucoup de marketing sans réellement de pertinence technologique. Voilà, ça s'est vu, ça s'est su.
Ouais, c'est joli, la carto était jolie, mais voilà, c'était juste joli. Mais du coup, c'est quand même pas simple d'un point de vue de l'entreprise, d'un point de vue du grand compte qui va être intéressé parce que le board a dit que, donc le DSI a dit que, donc le RSSI veut qu'on mette en place de la threat intel, souvent ça démarre par là. Et ben voilà, vous avez ça face à vous et vous faites waouh, mais je vais où? Donc après, l'idée c'est que maintenant tout le monde ne fait pas la même chose, au moins ce slide-là est assez intéressant, c'est qu'il présente des vues séparées et on a des choses qui vont être focus sur la compréhension d'un groupe d'attaquants, des choses qui vont être focalisées sur la modélisation de vulnérabilité, sur les systèmes d'enrichissement. Et donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Et il ne faut pas partir bille en tête sur l'idée de se dire j'acquiers juste une solution de threat intel. Il faut vraiment quand même savoir à peu près où on va. Non, trop vite. Et justement, voilà, sur le fait de savoir à peu près où on va, personnellement, j'aurais tendance à dire, un RSSI notamment, que ce n'est pas la peine qu'il aille dans cette voie-là s'il ne s'est pas un minimum structuré, outillé, et s'il n'a pas processé son activité correctement, avec un minimum d'activité d'infrastructure sécurité qui puisse porter des composants technologiques, avec un minimum de SOC pour être capable de détecter au mieux et de prévenir un peu les attaques, et une capacité interne ou externalisée de réponse sur incident qui va permettre d'investiguer lorsque ça arrive. S'il n'y a pas ça, bah autant dire que mettre en place de la... Alors il y a marqué basique, threat intel basique, threat intel stratégique. Commencer à mettre en place de la threat intel, ça va servir à rien. Enfin, c'est de la dépense budgétaire et globalement, c'est un gâchis d'argent. Il faut que ça puisse servir au moins une alimentation technologique, idéalement de nourrir des process d'amélioration et surtout que ça serve aussi à des gens qui vont pouvoir se baser sur ces systèmes-là pour aller creuser un cran plus loin. Et après, on est sur la finalité où ça devient juste, ça devient du beau dashboard qui fait très plaisir au board là-haut. Je vais vous donner deux, trois use cases qui sont intéressants, observés d'une vie passée. J'ai estimé justement, histoire de mettre en relief ce qu'on a évoqué au tout début, on a parlé du TLP, donc de redistribution de l'information. Tout le reste des slides, c'est du TLP green, donc vraiment ça peut se distribuer facilement. Ceux-là, on va dire, sont plutôt teintés Amber, donc vraiment je l'adresse à cette communauté-là. Ah, ça filme. Ah ouais, on peut couper. Bon, on coupe. Tu couperas après ? D'accord, je peux le refaire des fois que. Donc ouais, là on a deux, trois use cases. Je ne donnerai pas le nom de client bien sûr, mais voilà exactement ce à quoi ça peut servir. Donc dans un contexte certes, une investigation live forensic, donc à l'échelle non pas de quelques machines, mais de tout un parc, consistant à modéliser et à comprendre tout ce qui s'est passé sur un grand périmètre en contexte justement d'attaque ciblée. Donc on est sur de l'APT. Donc l'investigation forensique suit son chemin, ça dure quelques temps. Et pendant ce temps-là, une capacité threat intel démarre son activité de modélisation du groupe d'attaquants en fonction des premiers marqueurs, des premiers éléments techniques qui sont observés. L'équipe threat intel poursuit son périmètre, modélise, étend à travers des dynamiques de pivot ce que devrait être l'infrastructure d'attaquants, et commence à présenter cette information-là pour enclencher les mécanismes après de protection du système d'information, ce qu'on va appeler les bascules dans le contexte d'APT. C'est des trucs un peu costauds, je ne vous souhaite pas forcément d'en vivre. Mais du coup, ça va permettre de mettre un moment à plat une partie du SI et d'essayer de le protéger par rapport à ce qui aura pu se passer. Donc dans ce contexte-là, on essaye de partir sur ce qu'on a vu et de ce qui peut potentiellement y être associé. Donc ça, l'équipe Threat Intel le présente. Et chose intéressante, c'est que vraiment c'est la fin de l'investigation forensique qui confirmera que les mécanismes d'enrichissement et de pivot complémentaires qui ont été apportés par l'équipe Threat Intel étaient une réalité au moment justement juste avant la bascule. Donc finalement, si ça n'avait pas été fait et modélisé préalablement, ça veut dire que l'attaquant aurait gardé une porte de sortie d'accès au système d'information et que donc du coup, même après l'opération de bascule, d'autres capacités d'interaction avec sa victime auraient été possibles. Ouais. Deuxième cas d'usage assez sympa aussi, plutôt là sur un focus SOC ou métier. Un banker, donc on est plutôt sur des enjeux de cybercriminalité, avec un code malveillant intéressant, qui du coup, on va dire, un code malveillant, on peut le caractériser, lui créer une équivalente signature
spécialisé pour les codes malveillants, on va trouver les jeux de signature Yara qui fonctionnent assez bien. Pour ceux qui ont l'habitude de parler reverse, normalement ça va leur dire quelque chose. Et donc du coup, on peut très bien mettre en place des mécanismes sur des bases de malware, de repérage, de matching Yara, ce qui vont permettre de récupérer d'autres samples. Donc du coup, ces autres samples, après, je dirais, on les fait tourner en sandbox, on voit comment est-ce qu'ils fonctionnent, et des indicateurs techniques vont pouvoir sortir de ces autres samples-là qui seront peut-être différents des premiers. Et donc là, dans ce contexte-là, on a un premier sample qui est le point de problème de départ, qu'un client rencontre, et à travers ce mécanisme-là, via du hunting, on va être capable du coup d'anticiper des évolutions de code malveillants qui sont un problème pour l'environnement client bancaire en face, et donc du coup de prévenir des nouveaux injects qui vont à ce moment-là pouvoir s'injecter sur les environnements clients et détectés par les portails bancaires. Un dernier cas d'usage, contexte stratégique, et ce n'est pas inintéressant non plus. On est sur un environnement post-APT, donc une grosse entreprise a été confrontée à une attaque ciblée, une équipe de réponse sur incident est intervenue, a établi quelque chose, on va dire une première conclusion, et la conclusion semblant potentiellement, je dirais, mal ficelée par la direction, globalement vraiment impactante, et donc du coup cherche confirmation. On reprend tout le dossier, toutes les informations techniques qui sont associées à l'incident, on repart sur une procédure de modélisation du groupe d'attaquants qui est derrière, pour à la fin trouver des conclusions qui sont radicalement différentes de celles identifiées par le premier groupe d'attaquants. Et là-dessus, les conclusions, c'est important parce que du coup, ça a un impact complet sur toute la stratégie commerciale de l'entreprise. Et donc là, c'est plus juste un environnement technique sécurité, une petite équipe, c'est juste une décision stratégique de grande entreprise. On change vraiment d'échelle. Donc tout ça pour dire que, je dirais là... Ah oui, du coup, c'est un PDF. Bon, c'est moche en PDF, désolé. La Threat Intel, c'est un environnement qui a pas mal de sens sur 3 activités. Normalement, ça bouge un petit peu. Les équipes de réponse sur incident, les équipes de détection d'intrusion et le board. Normalement, le côté stratégique, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure à travers la chaîne de maturité. C'est vraiment ces 3 typologies de population-là qui ont un intérêt. Et donc, du coup, si ce n'est pas en place avant, un minimum, ça ne sert peut-être à rien d'aller dans cette direction-là. Et donc, du coup, pour répondre simplement à la question qui était le point de départ, la Threat Intelligence, ça sert à quoi ? En fait, la réponse, elle est assez simple, puisque c'est d'apporter les principaux éléments de réponse aux questions que l'entreprise va se poser lorsqu'elle est confrontée à une attaque. Et finalement, les questions, ça va être qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont opéré. Alors, le comment, c'est en association avec du forensic, ça ne se fait pas tout seul. Le pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qui est intéressant chez nous, quand est-ce que c'est arrivé et qui est derrière. Alors, le qui, pour ceux qui connaissent le sujet, on est sur l'attribution. L'attribution, c'est un peu touchy. Mais après, il ne faut pas non plus se voiler la face sur le fait de dire quand il y a un signal menant vers une destination, oui, ok, c'est touchy. Quand il y en a 10 000, bon, il n'y a peut-être plus trop de doute. Voilà, et donc du coup, on va enchaîner avec une petite présentation de Sébastien qui va vous parler de MISP, une plateforme qu'on utilise en interne pour justement capitaliser toute cette thématique Threat Intel. Tu veux ça ? Bah ouais, sinon on va pas. Merci. Je peux tenir comme ça va marcher aussi ? Ouais, bon, parfait. Ça va être plus simple. Bonjour à tous. Donc moi, je suis au CERT Sequoia. Donc nous, on va plus justement manger cette information à des buts et des fins de réponse sur incident. Donc c'est pour ça que ça fait sens en fait de travailler ensemble avec David, parce que nous, on a des besoins d'indicateurs, de mode opératoire, les fameux TTP dont ont été question dans la première partie. Et David, lui, il a besoin aussi de nos retours
de nos retours terrain en tant que sur les investigations, le forensic, la réponse à incident, parce que justement on va découvrir peut-être de nouveaux modes opératoires pendant ces phases-là de réponse sur incident, sur des groupes d'attaquants qu'on n'a pas forcément vus ou des techniques qui n'étaient pas encore documentées ou peu connues à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble et que moi au sein du CERT Sequoia justement je fais un peu cette jonction entre les gens qui font la réponse sur incident et l'équipe de David qui crée la valeur de la threat intel en fait. Je suis enseignant aussi d'OSINT. Donc OSINT c'est une des briques de threat intel qui permet justement d'aller récupérer et de capitaliser de l'information sur source ouverte. Donc c'est un peu la même chose en termes de cycle de renseignement que la threat intel, sauf qu'on ne s'occupe pas forcément que d'indicateurs quand on fait de l'OSINT. Pour ceux qui donc core développeur de Fast Year Collector, donc c'est un outil de Live Forensic qui va justement utiliser ces indicateurs qu'on va extraire de la plateforme MISP que je vais vous parler et je suis aussi co-organisateur de BotConf, donc qui est une conférence sur les botnets qui a lieu chaque année en France. Et cette année, ça a lieu à Lyon, première semaine de décembre. Donc moi je vais vous parler de MISP. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà un peu joué avec, voire qui connaissent, pas du tout Je sais qu'il y a des gens qui ont la main dans le cambouis en ce moment avec. À la base, c'est né justement d'un besoin de s'échanger de l'information sur ces fameux observables, les fameux indicateurs IOC. Puisque il n'y a pas de raison que les attaquants, eux aussi, s'échangent d'informations. Pourquoi des groupes qui font de la défense ne feraient pas la même chose? Et donc, une initiative est née du Circle, qui est le CERT luxembourgeois, de NATO, qui aussi voient beaucoup passer d'attaques et font pas mal de réponses sur incidents, et de la défense belge. Et donc, ils ont développé une plateforme d'échange qu'ils ont rendu open source, qu'on peut télécharger et installer ici. Alors, ça commence à dater, ça date de 2008, donc les technos sont pas toutes fraîches, hein, pour les gens qui ont plus l'habitude à du NoSQL, des trucs comme ça, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur un bon vieux PHP avec du MySQL, mais ça fait le boulot. Au moins, ça a le mérite de faire le boulot. Et c'est facilement, la prise en main est relativement simple pour les non-initiés. Comment ça marche? Je vais vous présenter ça vite fait et après je vais vous montrer, on va directement se connecter à la plateforme, ça va être plus sympa. En gros, il va y avoir des événements. Des événements, c'est quoi? C'est soit un point fort d'une campagne d'attaque qu'on a vu, soit ça peut être un spam run d'un crypto-locker qu'on a vu dans la journée. Ça peut être une réponse sur incident qui a été faite par un CERT ou une organisation de type CSIRT et qui va capitaliser dans un seul endroit tous les observables qu'il peut distribuer à des communautés de confiance. Et comme l'a expliqué David, il va y avoir une notion de à qui je peux distribuer l'information dans cette communauté de confiance. Et donc on peut définir un TLP pour un événement. On ne peut pas définir un TLP par attribut, mais on peut définir un TLP par événement. Il va y avoir un truc qui est super intéressant, c'est la taxonomie. On va pouvoir, en gros, labelliser les différents événements qu'on va observer. Il va y avoir des graphes de corrélation entre les différents attributs. Donc, je vous montrerai après un peu sous quelle forme ça se modélise. On peut facilement exporter les données. Et ça a le bon goût d'avoir une API REST. Donc on peut automatiser beaucoup de choses au travers de l'API REST et un truc qu'on voit pas, il y a un bindings Python qui s'appelle PMISP qui permet justement de travailler directement en Python pour piloter MISP. Elle est assez active. Il y a quasiment des pull requests tous les jours parce que il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure et donc nous typiquement on a fait des pull requests sur des besoins. On avait besoin des besoins de taxonomie qui n'existaient pas,
qui était pas existante pour la communauté, on a poussé un peu sur cette partie-là. Il y a d'autres gens qui vont pousser sur toute la partie qui est graphe de corrélation. Enfin voilà, ça va dépendre un peu des enjeux de tout un chacun. Donc c'est assez actif et comme c'est assez actif, de temps en temps, il y a des bugs, hein, évidemment. Donc, faut pas hésiter à remonter que ça soit pour MISP ou pour l'API, faut pas hésiter à remonter les bugs sur le GitHub. La communauté qui est derrière le développement est super réactive et souvent, si l'issue est correctement qualifiée et qu'elle est avérée, elle est corrigée quasiment dans les 24 heures. Alors. Attends, tu sais quoi, on va passer sur... ça va être plus sympa, on va passer directement sur la plateforme. Attends, hop, je vais le basculer de l'autre côté. Hop. F11 pour passer web. Voilà, on va dire qu'on est en grand écran. Donc, ça, c'est la vue d'arrivée quand on arrive sur MISP. En gros, vous avez une timeline des événements qui sont en train d'être créés ou qui sont en analyse à ce moment-là sur votre plateforme. Donc là, vous voyez, nous, on est en train, ça se voit pas très bien, mais on est en train de créer un événement. Il n'est pas encore, non, il n'est pas encore publié. Il n'a pas été encore publié, mais il y a tous les événements qui vont avec. Donc là, vous avez les événements qui sont publiés. Ça veut dire que toutes les communautés auxquelles vous avez donné accès aux événements vont avoir accès à l'événement que vous publiez. Donc, il ne faut jamais oublier que vous n'êtes pas tout seul, en gros, à avoir l'information. Vous recevez des événements qui viennent d'ailleurs. Ça, typiquement, ça vient du MISP, du Circle. Donc, en termes d'infrastructure, chaque organisation peut avoir son MISP et accepter les données des autres serveurs. Et il y a toute une chaîne de confiance comme ça qui arrive jusque chez vous. Les fameux tags de taxonomie, les attributs, je vais y revenir. Le threat level, où en est l'analyse. On peut très bien dans une phase initiale, dans une phase d'expansion, d'information. Un peu l'info, d'où vient l'information. Par exemple, si je prends cette info-là, c'est de l'OSINT. Donc souvent, quand c'est de l'OSINT, c'est quoi? C'est des rapports qui sont sortis et on met les indicateurs des différents rapports dans la plateforme. Parce que souvent, c'est sous format PDF. C'est des formats qui sont un peu indigestes pour les structures de SOC ou les outils de réponse sur incident. Donc c'est quand même mieux d'avoir ça sous ce format-là. Et hop, si vous en choisissez un, par exemple, on va prendre... je vais en prendre un. Allez, je vais prendre les collègues. Hop. Donc, loupé. Oui, il faut avoir un compte et pouvoir, et être en authentifié évidemment sur la plateforme. Alors, je reviens. Donc là, on va aller voir un événement, par exemple du Circle. Hop. Donc, pour chaque il va y avoir donc les fameux pivots, les fameux attributs et les commentaires liés à chaque attribut ou événement. Donc, là, c'est le texte du rapport. Là, c'est les liens VT vers lesquels il y a eu les MD5 ou les SHA-256 des différents samples. Et après, voilà, c'est les différents MD5. Et comme ça, on peut voir rapidement, quand vous faites une recherche sur un MD5 donné, est-ce que vous l'avez ou pas dans la base. Là, il y a du SHA-1. Il peut y avoir des noms de domaines, des noms de fichiers, des mutex, on peut rentrer des wallets de Bitcoin. Assez utile sur des campagnes de locker notamment, puisque aujourd'hui c'est comme ça qu'ils se financent. Il y a aussi toutes les informations liées aux enregistreurs de WHOIS, parce que des fois un groupe d'attaquants, c'est de moins en moins vrai, mais avant souvent ils utilisaient la même adresse mail, et donc pour pivoter c'est relativement, pour avoir une vue d'ensemble c'est assez sympa.
Enfin voilà, toutes ces informations sont capitalisées là-dedans. Et on va pouvoir, alors pas sur cet événement-là, je vais en prendre un autre. Hop. Je vais revenir sur mon petit slide. Hop. Donc si je prends, hop, je vais prendre le cas de Soft Eyes, qui était un des use cases que je voulais vous montrer, qui est relativement intéressant. Donc je reviens dans ma liste d'événements. Voilà. Là, hop, ici, je peux faire une recherche. Alors je vois rien, donc je vais récupérer. F11. Hop. Je récupère. Non, c'est pas ce que je veux faire, je vais y arriver. Je veux juste récupérer. Non, il veut pas. Hein. Bon. Putain, je vois rien. J'arrive pas à récupérer le... Voilà, ça y est. Je vais pouvoir filtrer. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Deux fois. Je me suis gouré tout à l'heure. Voilà. Donc. Hop. Donc là, c'est un événement qu'on a. On est parti de comment? D'un rapport, je sais plus, c'était les gens de Citizen Lab. Les gens de Citizen Lab qui bossent beaucoup sur tout ce qui est malware qui va viser soit les journalistes, soit les dissidents politiques. Souvent, ils ont en ligne de mire des gens comme Gamma Group, Hacking Team. Enfin, voilà. Et en fait, je vais repasser en grand écran, ça va être plus sympa. Hop. Donc on a rempli avec nos MD5, nos SHA-256 et tout la base. Et hop. Alors je vais essayer, parce qu'on voit pas. Non. Voilà. Là, il y a eu un premier événement en fait qui est lié à un nom de domaine sur APT28. APT28, c'est un groupe qui a beaucoup attaqué le secteur d'énergie, notamment dans les pays de l'Est, qui est relié à un nom de domaine. Et si je regarde ce nom de domaine, on voit qu'il est lié à notre event MISP qu'on a créé le 7/06/2016, alors que l'event qui était juste avant, là, l'event en haut 2085, lui, il a été créé en 2015. Et si on regarde les différents noms de domaine qui sont associés, ces trois-là, à chaque fois, ils vont être liés à d'autres events qui ont été rentrés, qui font référence à APT28 et Soft Eyes. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le groupe d'attaquants qui est derrière l'UAE Dissident a utilisé la même plateforme de delivery et les mêmes canaux de contrôle que APT28. Donc deux possibilités, soit c'est le même groupe qui est derrière, soit derrière ils se sont revendus les infos en back-end. Mais ça veut dire qu'ils se connaissent. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc ça c'est un premier, voilà. À quoi sert en gros, ce qui est intéressant aussi dans la capitalisation d'informations, c'est justement de pouvoir horodater les différents observables et de faire des liens entre ces différents observables pour avoir justement un état des lieux de ce qui se passe au niveau des différents groupes d'attaquants.
Ça a été très utile dernièrement sur les infrastructures de delivery de Loki et de Dridex, qui étaient identiques, mais tous les 6 heures, en fait, un coup ça délivrait du Dridex, un coup ça délivrait du Loki. Donc ça sert à rien d'essayer de bloquer les haches, c'est ridicule. Vaut mieux essayer de bloquer l'infrastructure de delivery qu'il va y avoir derrière, en fait. Parce que c'est plus compliqué de pivoter sur des noms de domaine, des IP pour l'attaquant que de changer un hash. Il suffit juste de changer un bit dans le binaire et c'est terminé. Ça fait référence, si ça vous intéresse, ce genre de tactique et de procédure d'investigation. Ça fait référence à 2 articles qui sont parus, un qui est paru dans MISC et l'autre qui va paraître, de Ronan Ronan Mouchou et de Thomas Chopitea. Ça s'appelle Threat Intelligence et Forensic, qui parlent justement de la durée de viabilité des différents observables et sur quoi faut essayer de travailler plutôt que d'essayer comme on en voit beaucoup, de bloquer des binaires, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup bouger dans le temps, en fait. Hop. 2 minutes. Bah, ça va. J'ai encore une histoire à raconter. Donc ça, en gros, c'est notre workflow entre Inthreat et Sequoia et les autres acteurs qu'il peut y avoir. On va avoir différents points d'entrée d'information qui va être lié soit à des reports, soit des blogs, soit des gens qui nous ont dit bah tiens regarde là, ça a l'air intéressant. Nous on va d'abord générer un premier événement. Cet événement va être enrichi par des gens. C'est vraiment des gens qui vont aller regarder derrière les différentes informations qui vont être capitalisées ici pour les mettre en lien. Et derrière, on a tout un système de workflow où on utilise GitHub, Maltego pour que plusieurs analystes puissent travailler en même temps pour pouvoir consolider l'information et pouvoir la partager après dans MISP. Et ah oui, un truc qu'on voit pas non plus, à qui on distribue, des fois quand on va boire des bières, ça peut être, y a des gens qui nous posent des questions, s'ils sont sympas, on peut filer de l'info. Ah, beaucoup. Beaucoup. Un autre, ça c'était une autre corrélation entre plusieurs événements, du GOSIM, de l'APT et l'infra de Dridex. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que les différents acteurs se partagent les différentes infrastructures. Ça c'est un case qui a fait lieu à un blog. On a bossé sur le ransomware Trolldash, qui était un ransomware qui visait l'Ukraine. Et il avait le bon goût, non seulement en plus de locker la machine, d'enrôler la machine dans le botnet Kelios, qui est un botnet assez actif. Et il s'est avéré que on a commencé à vouloir étudier le dropper, qui exploite cette CVE, la 2015-1641, et qui en fait, alors je vais la faire courte, il y a tout un blog, il y a tout un article de blog sur le blog de Sequoia, qui en gros ça exploite une vulnérabilité des smart tags dans le renderer RTF de Office, qui fait que on peut exécuter du code, tout simplement. Et derrière, en fait, l'exploit qui est utilisé jump sur un module qui est loadé sans ASLR, et ça permet après, à coup de Rob Gadget, de pouvoir déployer l'exécutable sur la machine et l'exécuter, pour faire simple. Et on s'est rendu compte. Alors, il y avait 2 problèmes. Le premier problème, c'est que tous les tools qui sont open source ou gratuits pour parser les objets RTF ne voyaient pas n'arrivaient pas à extraire correctement les objets binaires qui étaient à l'intérieur du RTF, parce qu'en fait l'attaquant utilisait des tricks pour justement faire péter ces différents parseurs.
Donc là, on a demandé à Paul, qui est reverser chez nous, de sortir WinDBG, Word et tout. Il a débugué WinDBG et tout. Et c'est comme ça on s'est rendu compte, on a validé que c'était bien cette CVE là qui était triguée et pas la CVE 2012 comme le disait VirusTotal. Et autre point intéressant, c'était le header de RTVPN. Normalement, quand c'est du RTF, c'est RT et la version RTF derrière. Il n'y a pas VPN. Et en faisant du retro-hunting sur VirusTotal, donc on a fait une règle Yara spécifique à pour chercher ce type de PDF là. En fait, on s'est rendu compte que le dropper, il avait été vendu à plein d'autres groupes. Ça a déployé du CryptoWall, du Loki, du NIEM, du bancaire et du botnet. Et visiblement, tout ce beau monde, au moins le développeur du dropper, lui, basé en Russie. Et il l'a vendu à pas mal de gens, puisqu'on a réussi à remonter 180 binaires différents qui droppaient en fait, qui étaient droppés à partir du même type de tool, puisque c'est le même code en fait qui nous a servi à dépacker le MZ qui était dans le dropper de Rolldash pour avoir les autres différents binaires. Et une fois qu'on a eu ces différents exécutables, on a pu à partir du RTV, du dropper, réenrichir la base et refaire des liens avec les différents binaires de Trolldash qu'on avait déjà analysés en fait. Donc voilà à quoi ça sert, je dirais sur le terrain, la threat intel. En gros, tu veux répondre? Ouais. D'accord, tu me tapes dessus, d'accord. En gros, tu définis des serveurs de push et des serveurs de pull. Et c'est toi qui ça c'est le premier entre les serveurs, c'est c'est déjà comme ça que tu vas définir si tu veux des choses qui rentrent ou des choses sortantes. Et après, au sein même des communautés, tu peux définir à qui tu veux partager l'information. Exactement. Chaque événement plutôt MISP, chaque événement MISP qui est créé va être redistribué d'une certaine façon. C'est pas exactement du TLP. Normalement, quand tu crées un événement, soit il est redistribué partout, à ce moment-là, ça veut dire toutes les instances de MISP qui communiquent ensemble vont le recevoir. Soit il est distribué exclusivement à toutes les communautés attachées à la tienne, parce que donc à ce moment-là, tu as un point de redistribution à côté de ton instance MISP, soit au sein de ta communauté, il reste localisé au sein de ton instance. Je ne sais pas si c'est clair. On peut définir qui est nos verts, qui est notre communauté, et du coup, ça peut fuiter sur ceux qui ont d'autres personnes dans leur communauté, ça peut aller plus loin que ce qu'on pense. Ah oui, enfin ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, à mon sens, après tu dis si je raconte des bêtises, mais à mon sens, mettre du TLP RAID dans un serveur MISP, ça a peu de sens, à mon avis. Puisque normalement, comme c'est de personne à personne, déjà normalement, au sein d'une même entité de réponse sur incident ou de CERT, si j'ai des indicateurs TLP RAID, mes voisins sont même pas normalement censés savoir que je les ai. Donc dans une plateforme comme ça, pour moi ça a pas de sens. Après il y a une notion là-dessus de contribution. Globalement, quand tu identifies par exemple qu'il y a un événement avec des indicateurs et qu'il te semble pauvre ou trop faible, tu peux très bien compléter cet événement-là avec des choses que toi, tu as analysées et investiguées, enrichies. Et donc, du coup, c'est reversé dans l'événement associé. Autre solution, tu peux aussi directement contacter la personne qui a généré l'événement. Et là, on est plus sur de la communication manuelle, textuelle, où tu demandes, et tu dis, je ne comprends pas, tel indicateur, tel attribut me pose problème, ou il génère, un maximum de faux positifs.
Voilà. Et du coup, ce qui allait permettre à lui de changer, de réaffiner. Ouais, nous, typiquement, c'est ce qui s'est passé sur la campagne Loki et Dridex, où à un moment, nous, on a analysé un binaire. Pour nous, c'était du Loki. Le Circle, eux, ils avaient analysé, qui venait, enfin, donc on avait une infrastructure. Cette infrastructure de delivery, on l'a taguée comme Loki. Et le Circle, eux, ils avaient la même chose, mais en Dridex. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a contactés directement. On a échangé. C'est là où on s'est rendu compte que les Loki et Dridex, à ce moment-là, c'était pas encore sur les blogs et les trucs comme ça, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était la même infrastructure de delivery qui était derrière. Merci à vous.